En Allez voir, c'est 2019, trop bien. ouais, il lance une collection de mocassins à picot. Wow, le niveau de bourgeoisie du mec, genre le gars, je suis un fils d'eux et j'ai lancé une entreprise de mocassins et je peux te dire que ce mec, c'est pas lui qui les fabrique les mocassins. Ah, c'est tellement drôle, c'est tellement précis de lancer une série de ouais, mocassins à picot. Donc c'est mocassin à picot ou mocassin à gland? À picot. Ah. Déjà, regarde, il lance une série de mocassins à picot en collaboration avec une entreprise espagnole, Boonper, dirigée par un de ses amis. Donc déjà, le mec, tu sais, ça pue la merde, genre. Le gars, il a aucune compétence en fabrication de chaussures, il y connaît rien. C'est même pas lui qui démarche une entreprise, mais c'est un de ses potes, en fait, qui a l'entreprise. Enfin, il y a rien qui va, c'est l'arrivisme absolu, tu sais. Il est juste là pour récolter de la thune à la fin du truc, quoi. C'est des gens enfin, c'est toute l'arnaque de la méritocratie. C'est des gens il y a des gens qui feront plein de choses qui n'y arriveront pas, et eux n'arrivent à rien, mais font plein de choses, quoi. C'est vraiment l'écart entre les deux, quoi. Et puis c'est le gars qui va te dire qu'il s'est fait tout seul, qu'il a pris des risques et tout. J'ai pris des risques. Le PEL de 30 000 euros qu'on m'a offert à 18 ans, je l'ai tout investi dedans. Bah oui, gros, c'est forcément, t'en avais pas besoin. La même année, il co-signe un livre d'échange épistolaire avec sa mère, Une vie de désaccord. Mais déjà, mais putain, mais c'est nul à Yesh, quoi. Il voulait faire dialogue désaccordé, mais le titre était déjà pris, je crois. C'est un peu ça, ouais. En septembre 2020, il obtient un poste à l'ambassade de France pour une durée de 8 mois, durant lequel il réside avec sa compagne à l'hôtel Fairmont de Washington. Ouais, bon, en gros, il s'est fait payer 8 mois de vacances, quoi. Ça, c'est pareil, genre... Qui, sur une lettre... une lettre de motivation obtient un truc comme ça, tu sais, genre à l'ambassade de France et tout. Et puis en plus de ça, tu sais, d'habitude, quand tu débutes dans la diplomatie, t'es toujours envoyé dans des pays un peu, tu sais, un peu à la con, entre guillemets, tu vois, où c'est compliqué de vivre, parce que, tu parles pas la langue, t'es hyper loin, t'es pas envoyé dans un hôtel à Washington, tu sais, t'es envoyé au Kyrgyzstan, faire je sais pas quoi et tout. T'es envoyé dans les pays où il se passe rien, c'est-à-dire ils sont pas assez chauds pour qu'il y ait de l'actualité et que tu puisses te mettre en avant, tu vois, et ils sont pas assez froids pour que tu puisses, comment dire, tu vois, vraiment proche de l'Occident pour que tu puisses croquer, quoi. Donc c'est vraiment les pires pays du monde. Tu vois, c'est vraiment les types qui sont les plus dégénérés en termes intellectuels, quoi. Ouais. Bon, on continue. Donc là, il est admis à l'Officer Candidate School, une école d'officiers de l'armée américaine en Géorgie, où il prête serment. Non mais le mec a prêté serment à l'armée américaine. Le gars vient nous faire des leçons de nationalisme et de patriotisme. Il a prêté serment à l'armée américaine, quoi. Enfin, l'armée qui a fait des dizaines et des dizaines de coups d'État au XXe siècle, qui a balancé des bombes nucléaires sur le Japon. Enfin, c'est la folie, hein. Non, mais enfin, mais pour lui, c'est son armée. Pour lui, c'est, tu vois ce que je veux dire, quand il se revendique de, c'est pour ça que je dis que c'est des nabos. C'est des gens qui sont comment dire, des vassaux. Tu vois, c'est des petits rois vassaux de l'empire américain. C'est typiquement ça, Louis Sarkozy. Donc effectivement, il prête allégeance quand même à l'empire, quoi, à l'empire américain. Et comme tu dis, c'est vraiment le pays qui a mené le plus de coups d'État, qui a tué le plus de gens. Tu connais la blague? Tu sais pourquoi il n'y a jamais eu de coup d'État aux États-Unis? Non. Parce que c'est le seul pays où il n'y a pas d'ambassade américaine. C'est vrai, c'est pas mal. Bon, on continue. Cependant, il décide de finalement revenir en France, car selon lui, ses liens d'origine avec la France freineront sa progression dans l'armée américaine. Parce que le gars, il veut devenir général américain. C'est quoi ce délire, quoi? Et puis en plus, tu vois l'arriviste. Si à la limite, tu crois à l'armée américaine, bah tu te dis, bah je vais tout donner. S'ils veulent pas de moi, ils veulent pas de moi, tu vois. En plus, l'armée américaine et les États-Unis, c'est quand même une terre d'immigration. Il y a plein d'immigrés aux États-Unis qui ont pu réussir des trucs, tu vois. Mais le mec te dit, je vais quand même retourner en France parce que je vais peut-être pas pouvoir faire de l'arrivisme maximal et peut-être qu'en France, je pourrais, quoi. Ouais, en septembre 2024, il devient chroniqueur en contrat d'exclusivité sur Elle-Série, qui le présente comme spécialiste des États-Unis. Ça, c'est un classique, on rigole, mais c'est un classique de la bourgeoisie. Ces types sont totalement mobiles partout dans le monde parce qu'ils ont l'argent pour ça.
parce qu'ils peuvent aller faire 2 ans aux États-Unis, 2 ans je sais pas où. Et après, étant donné qu'ils ont fait un voyage dans un pays pendant 2 ans, ils se présentent comme spécialistes du pays. Alors que c'est complètement con, il n'y a pas besoin d'être allé sur place aux États-Unis, même pour être spécialiste des États-Unis, tu pourrais, bon, c'est pas plus mal d'y être allé, tu vois, Ah non. mais tu pourrais avoir un très grand spécialiste des États-Unis qui est à jour sur plein de bouquins, plein de papiers, sur la presse américaine et tout, Oui. sans forcément y avoir vécu, tu vois, ça n'a rien à voir. Sinon, ça veut dire qu'il y a personne qui est spécialiste de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Bah oui, sinon ça veut dire que nous on est spécialiste de la France. Je considère pas que je suis spécialiste de la France, tu vois, c'est complètement. Mais en plus, alors là, pour avoir vu des gens, justement, tu sais, qui étudiaient à l'étranger l'histoire de France, etc., bah, tu vois, moi, j'ai des amis algériens qui s'intéressaient à l'histoire de France, sont venus en France étudier, etc. Bah, ils mettent une douille à 99% des Français sur l'histoire de France. Tu vois, parce que justement, ils s'y intéressent profondément dans toute sa dimension comme un objet d'étude. Alors que quand tu es français, tu t'intéresses pas comme un objet d'étude. Tu vois, Bien sûr. Bah, tu vois, quand tu lis E.P. Thompson, tu vois, et qui parle un peu d'Althusser, du structuralisme français, de tout ça et tout, c'est hyper intéressant parce que justement, si lui, il peut analyser la France des années 40, 50, 60, bah c'est parce qu'il n'est pas français en fait aussi, c'est parce qu'il est un peu extérieur à ça et donc il nous analyse et c'est hyper bien quoi. Et c'est sûr que ça te permet parfois d'avoir une sorte entre guillemets d'objectivité, même si t'es pas objectif, mais voilà, t'as une sorte de séparation à ton objet d'étude qui est mieux que quand tu es dans des débats où toi-même tu joues ta place dans un parti ou dans tel journal ou je sais pas trop quoi quand tu parles, tu vois. Tu fais bien de le citer, très grand livre, E.P. Thompson, contre Althusser, sous-titré Misère de la théorie. Un livre indispensable pour. Il y a des gens qui demandent quel livre il faut lire. Bah, allez lire ça, c'est facile à lire en plus. Et vous allez voir et le niveau de P. Thompson, qui est un très grand historien marxiste anglais, et le niveau d'Althusser et de ses de ces farces dont on a parlé récemment. Ouais. Bon, on continue. Certains médias, notamment Arrêt sur Image et Libération, remettent en question son expertise en la matière et rappellent que la chaîne est détenue par son parrain Martin Bouygues. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, ok, c'est tonton qui m'a employé. Ça reste un procès d'intention quand même. Je veux dire, tu vois, c'est son parrain. Il vient sur la chaîne alors qu'il a aucune qualification. Et comme par hasard, il y a des gens avec l'esprit mal placé qui disent que ce serait du pistonnage. Franchement, pas du. Ça se fait pas, ouais. Franchement, ils sont limites, quoi. Ouais, c'est du complotisme. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils l'ont mis expert des États-Unis parce que, tu vois, il y a des sujets où les Français ont un certain niveau. Genre, tu l'aurais mis expert en sport, ça se serait vu que le gars était bidon. Mais comme les gens ils connaissent rien sur la politique américaine, oui. Tu peux dire tout et n'importe quoi, tu vois. C'est ça. Mais c'est là où tu vois qu'il commence à y avoir, même dans ces petites classes-là, une petite crise. Il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Quand il y a assez de place pour tout le monde, ces petits trucs de pistonnage ne provoquent pas ce problème-là. Tu vois. Mais quand il y a des gens qui ont fait des études, qui essayent d'avoir le statut d'expert, ils ont 2 doctorats, tu vois ce que je veux dire ? Ils ont galéré à payer leurs études, comme en fait ils peuvent pas être profs, ils se remettent dans le journalisme et qu'on leur dit non Edouard, il y a Louis Sarkozy qui va prendre ta place, tu comprends ? Louis Sarkozy quoi. Ben il a fait quoi ? Louis Sarkozy quoi. Oui mais c'est quoi ses études ? Il s'appelle Sarkozy quoi. Tu vois, et là tu comprends. Dans le cadre d'une émission hebdomadaire, il me semble, sur LCI, où il est en débat avec Raquel Garrido, Louis Sarkozy nous a sorti quelque chose qui était tellement nul, tellement mauvais que même l'animateur, journaliste animateur, a dû remettre un peu les pendules à l'heure. Vous allez voir quand même, c'est assez savoureux et ça va nous permettre d'engager sur un sujet philosophique et anthropologique assez important. Louis Sarkozy, attention, il faut quand même pas non plus être dans des propositions un peu trop tranchées, parce que là c'est un petit peu excessif à mon avis. Laquelle vous disiez, Monsieur Douka ? Vous dites il y a des différences culturelles. Est-ce que vous niez le fait que la culture a un effet sur le développement ? Sur le crime ? Il y a des cultures criminogènes. Non, il y a des cultures plus violentes que les autres. C'est excessif. Il y a des cultures plus violentes. Louis Sarkozy, non, je suis pas d'accord. Écoutez, c'est à vous d'apporter cette subtilité, mais moi je maintiens mon vous maintenez, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Le Raquel Garrido. Et surtout c'est faux. Il y a des cultures plus violentes que les autres. Bon, déjà si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes extrêmement médiocre. Il y a donc des cultures plus violentes que les autres. C'est faux
parce que ça reviendrait à naturaliser le comportement de violence. C'est-à-dire que il y aurait des cultures dans le partage des personnalités humaines et des comportements humains. Il y aurait des cultures qui, par le hasard des choses ou la volonté divine, on ne sait pas, qui seraient plus violentes que d'autres. Et c'est faux parce que la violence, en fait, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. La violence, c'est pas le matin, t'es bien, tu te réveilles, t'es en forme, et l'après-midi, t'as envie de tuer quelqu'un. C'est pas comme ça, en fait. Ça apparaît pas comme un rhume. La violence, elle est toujours liée à un contexte généralement matériel et à des tensions provoquées entre différents individus. Il y a différents facteurs qui amènent à la violence. Vous êtes peut-être quelqu'un de sanguin, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas de patience, mais vous passez pas de la joie ou de la tranquillité à la haine de quelque chose comme ça. Non, il y a toujours quelque chose qui provoque la violence, ou qui en tout cas l'amène à ce qu'elle se déploie. Dans le cadre des cultures qui sont violentes, je vais vous en citer une, vous la connaissez peut-être, peut-être que vous l'avez déjà étudiée à l'école ou en regardant des documentaires, tout ça. Mais en fait, ça s'appelle l'histoire de France. L'histoire de France, comme l'histoire de tous les pays, de toutes les cultures du monde, a des épisodes de violence extrêmement importants. Par exemple, l'Église catholique, qui est l'Église majoritaire dans l'histoire de France, qui est la puissance religieuse majoritaire dans l'histoire de France, elle a lancé des croisades. Elle a lancé des croisades contre les civilisations musulmanes pour la reconquête de Jérusalem et de ces territoires-là, l'aide à Byzance aussi, à l'Empire byzantin à l'époque. Mais au sein du territoire aujourd'hui qu'on appelle la France, il y a aussi des croisades contre les cathares. Il y a eu les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Il y a eu l'Inquisition, qui n'a pas fait autant de dégâts que ce qu'on pourrait faire croire, mais il y a eu aussi le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum, qui a amené à brûler vivants des dizaines de milliers de personnes à travers l'Europe. Et là, on ne parle que du côté religieux, et on a effleuré le sujet. On peut parler dans l'histoire de France, on peut parler du colonialisme, on peut parler du commerce triangulaire. Alors vous allez me dire, oui, la traite arabo-musulmane, oui, la traite arabo-musulmane, mais la traite arabo-musulmane ne donne pas droit au commerce triangulaire. C'est deux trucs absolument dégueulasse. Et puis après, si on fait rien qu'une histoire de l'Europe au XXe siècle, c'est le fruit d'une culture extrêmement violente. On ne sait pas à qui Louis Sarkozy fait référence, il faudrait avoir l'ensemble de l'extrait, mais on imagine bien, dans cet extrait-là, il parle pas de la a échoué. Donc là, alors, Monsieur Louis Sarkozy, on va voir à quel point il est incohérent et inconstant dans ses prises de position. C'est que là, il nous dit qu'il y a des cultures qui sont plus violentes que d'autres. Mais qu'est-ce qu'il nous disait il y a quelques mois ? C'est pour ça qu'il faut malheureusement risquer et parfois même engendrer la mort des civils. On ne peut pas tolérer cette Voilà, il faut parfois accepter d'engendrer la mort de civils quand on fait la guerre. Complètement d'accord avec vous, madame, et je vais même aller plus loin. La responsabilité des morts civils de Dresde pendant le bombardement de la 8e Air Force américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons tué... Là, quand il dit ça, on a l'impression que c'est un mec cultivé. Parce que le mec, il vous a dit la ville, la période et le bataillon, l'escadron aérien impliqué. C'est incroyable, hein. Le mec a de la bouteille, hein. Nous, les Alliés, des dizaines de milliers de civils allemands. Personne aujourd'hui, ou très peu de personnes, ne remettent cette responsabilité sur les Américains et sur les Anglais. La responsabilité est sur les Allemands. J'ajoute un dernier point. Non, la responsabilité, elle est aussi sur l'état-major. L'état-major qui a décidé de bombarder. C'est comme si vous disiez l'occupation des Français par les nazis, elle est de la responsabilité des Français qui ont perdu la drôle de guerre en 40. Ah ouais ? La rafle du Veldiv, elle est due aux responsabilités. Elle est en responsabilité des Juifs qui savaient ce qu'ils risquaient en restant en France sous occupation nazie et n'ont pas fui pour sauver leur peau. Donc c'est de leur responsabilité s'ils se sont fait rafler. C'est débile. Alors on peut dire les Allemands, oui, l'armée allemande. La responsabilité de l'armée allemande et de l'état-major allemand, mais c'est pas de la responsabilité des civils allemands. On va écouter son propos jusqu'au bout, mais vous allez voir à quel point c'est débile. C'est débile.
Pourquoi, et je risque de froisser certains sur ce plateau et autres, j'en assume totalement les conséquences. Pourquoi est-ce que c'est complètement nécessaire ? Alors, quand un type vous dit qu'il en assume les conséquences, c'est qu'il sait qu'il n'en aura pas des conséquences. De risquer et parfois même de mener vers la mort des civils quand on se bat contre le Hamas et le Hezbollah. Parce que si on n'y va pas, si Israël n'y va pas, nous disons à toutes les organisations terroristes au monde, il y a une solution, vous vous cachez derrière les civils et on ne peut pas toucher. Voilà, bon, je pense que l'arrêt sur image parle de lui-même. C'est débile, hein, Louis, ce que tu dis, c'est extrêmement débile. Il y a une prise d'otage dans une banque. 50 otages, 4 preneurs d'otages. Dans les otages, il y a des familles, des petits vieux, des salariés de la banque. Voilà, il y a 50 personnes et les 4 preneurs d'otages. Bah, on va appliquer la méthode de Sarkozy, c'est-à-dire qu'on va pas appeler le négociateur. Hein, lui, c'est bon, on va le foutre au chômage. Et on va amener une batterie d'artillerie, on va amener des mecs du génie, et on va faire sauter le bâtiment. On négocie pas avec les preneurs d'otages. Bon, je sais pas. Je pense que c'est pas la meilleure méthode, personnellement. Donc vous voyez un peu l'inanité du propos. Hein. Il y a personne qui va le remettre en place. Hein. Comment être aussi nul ? Comment être mis en avant alors que t'es nul à ce point ? Mais vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Le mec, après, il a des JDD, le journal du dimanche, donc ce torchon de gauche, hein, comme on le connaît tous. Municipal 2026, vers une candidature de Louis Sarkozy à Menton, point d'interrogation. Selon le Figaro, le fils de l'ancien chef de l'État lorgne la ville des Alpes-Maritimes, lorgne. Voilà, c'est le mec il est dans une vitrine, il est face à un magasin de municipalité. Ah tiens, il a vu le prix de Menton, il s'est dit ah ça j'aime bien ça. Alors moi je suis du sud, hein, j'habite dans les Alpes-Maritimes. Menton, c'est Cannes, un peu moins coté. Voilà, c'est ça. Donc vous imaginez un peu l'ambiance de la ville. Hein. Il ne fait toutefois plus mystère de ses ambitions en politique. Alors, confirme officiellement aucune candidature, mais ne fait toutefois plus le mystère de ses ambitions en politique. Ouais, d'accord, le mec n'a pas vécu en France. On l'a vu dans l'épisode qui lui est consacré. Il a vécu quasiment toute sa vie aux États-Unis, à New York, dans les hauts buildings de la 5e avenue. Le mec n'a pas vécu dans ce pays. On sait même pas. Il a aucun diplôme en anthropologie. Il ose parler de civilisation. Il a aucun diplôme en histoire. Il parle d'histoire. On lui demande son avis sur l'histoire. Il a jamais été élu nulle part. Le mec il est dans un pays dans lequel il n'a jamais grandi. Le gars vise Menton. Il vise pas une ville moyenne de 15 000, 20 000 habitants. Non, le mec vise Menton. C'est vraiment le fief de province, quoi, tu vois. Louis Sarkozy, maire de Menton en 2026, ce sera en tout cas une possibilité à en croire les dernières informations du Figaro. Grand journal, le Figaro, un très très grand journal. Je ne suis candidat nulle part, mais je ne peux pas dire que je ne m'intéresse pas à la politique de la région, et notamment à Menton, qui est en passe de tomber dans les mains du Rassemblement National. Mais mec, quand on entend ton discours, on voit aucune différence avec le Rassemblement National. De quoi tu parles ? D'où tu viens ? Indique l'intéressé au quotidien alors que des rumeurs concernant sa candidature au municipal circulaient déjà. Ouais, d'accord. La ville des Alpes-Maritimes est pourtant dirigée par le maire d'hiver droite Yves Juel, mais son mandat est entaché par une affaire politico-financière de la gestion des ports de la ville. Oh bah ça alors, un maire d'hiver droite qui est entaché par une affaire politico-financière. Ah non, vraiment, moi je croyais que les gens de droite c'était des gens qui se levaient tôt, qui travaillaient dur et qui gagnaient bien leur vie parce que c'était des gros bosseurs. Franchement, Enfin, je sais pas, moi, vous en connaissez beaucoup, vous, des maires ou des élus de droite qui sont dans des affaires politico-financières, vous ? Alors, franchement, je suis un peu étonné. Hein. 14 personnes, dont les deals, ont été placées en garde à vue en juillet dernier. Le mec, il est maire de Menton, il est en GAV, quoi. La députée RN de la circonscription, Alexandra Masson, lorgne déjà la municipalité. Ils ont utilisé 2 fois le même verbe. Celle-ci a d'ores et déjà confirmé sa candidature au municipal sans toutefois préciser la ville. D'accord. Bientôt une conférence dans la ville. D'après le Figaro, le fils de l'ancien président de la République se serait ainsi procuré un appartement dans la cité du Citron. Comme ça. Le mec a un appartement à Menton. Comme ça. Non, mais ça doit être un petit studio à 15 mètres carrés en haut d'une copro de 250 pieds, de 250 lots. Vraiment le truc de saisonnier, quoi, parce que
c'est cher, Menton. Hein. Puis je sais pas si Monsieur Sarkozy est très pourvu, hein, mais c'est pas facile. Hein. D'autant que du 13 au 17 mai, tiens, je vais peut-être aller y jeter un œil, il sera le parrain de la semaine du libraire. Il doit par ailleurs y tenir une conférence au sujet de son dernier livre sur Napoléon. Depuis plusieurs mois, les ambitions politiques de Louis Sarkozy ne font plus aucun doute. Ouais, mais est-ce que les gens veulent de toi ? On sait pas. En décembre dernier, il était invité d'une soirée parisienne des Jeunes Républicains. Le jeune homme avait pris la parole pour partager sa vision politique et ses idées pour la France. Merci. De plus, il s'affiche régulièrement avec des personnalités politiques de droite. Il a par exemple été reçu place Beauvau pour le lancement de son podcast avec une interview de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est actuellement ministre d'extrême droite de l'Intérieur. Hein. En mars 2026, il aura 28 ans, soit le même âge que Nicolas Sarkozy lorsqu'il est devenu maire de Neuilly. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il a quel âge ? Il a 70 balais et il a été condamné 5 ou 6 fois par toutes les instances juridiques de ce pays pour détournement de fonds, corruption. Il n'est pas impossible qu'il soit un jour inculpé de crimes de guerre pour avoir... Vous en voulez encore ? Chat ! Est-ce que vous en voulez encore ? Eh ben, je vais vous en donner. Pardon, désolé, je sais pas ce qui m'a pris, Ta voix, Clément, ta voix, fais attention à ta voix. 3e et dernier extrait. Quel est votre métier exactement ? Parce qu'en fait, j'ai regardé sur votre fiche, essayiste, éditorialiste, et comment ça s'est passé ? Je retire toutes les vannes que j'ai faites sur Bruno Jeudi, c'est un GOAT. Il a tout mis dans la question. Le mépris, le doute, le regard surplombant, parce que lui, pour le coup, alors bon, Bruno Jeudi, pas fan, mais c'est pour le coup un journaliste de la vieille école. Il a dû commencer comme pigiste, monter les échelons pour finir par avoir un rond de serviette absolument partout, diriger des médias, etc. Mais il a quand même grimpé un peu l'échelle, tu vois. Et là, il le regarde en mode, même pour moi c'est chaud. Alors, réponse de Louis Sarkozy. Quel est votre métier exactement ? Je suis éditorialiste, moi, sur LCI en ce moment, et chroniqueur sur Valeurs Actuelles, et le mot est difficile à utiliser. Et vous appuyez sur quelle expérience ? Waouh, Bruno Jeudi, out of control, qu'est-ce qui se passe ? Putain, le multiverse, quoi. L'expérience voulait dire ceux qui signent mes fiches de paye et ceux qui me font confiance, c'est ma chaîne et mon papier. Hein ? On est bien d'accord que ceux qui te payent, ce sont ceux qui te payent. Ceux qui t'emploient, ce sont ceux qui t'emploient. Merci pour ce beau raisonnement circulaire. Hein. On est dans le truisme le plus absolu. Mais donc, une fois qu'on a dit que celui qui te paye, c'est celui qui te paye, c'est-à-dire ton parrain. Et les audiences qu'on fait, ma chaîne est d'ailleurs assez contente, c'est ça, ma légitimité. Si tu fais des audiences, c'est que tu as été recruté en premier lieu. Si tu as été recruté en premier lieu, c'est bien qu'il y avait des qualités qui laissaient penser à ta chaîne qu'il était juste de te recruter comme chroniqueur. Et ces qualités, cette expérience, lesquelles sont-elles ? Ce qui est marrant, c'est que Bruno Jeudi, il ose pas y aller vraiment, quoi. Il ose pas mettre sur la table la seule vraie question qui vaille, qui est ton patron, c'est ton parrain. Alors patron, parrain, ça commence pareil, mais en théorie, c'est pas confondu. Qu'est-ce que tu as à en dire ? Voilà, c'est ça la question. Hein. Allons-y, Bruno, mettez les pieds dans le plat. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que le fait de s'appeler Sarkozy a sans doute ouvert des portes ? Alors, oui, mais pas seulement. On va peut-être parler de son parrain, enfin. Aïe, j'avais pas vu, pardon. Hein. J'avais pas vu les coups d'hier. C'est son côté historien, hein. C'est donc un vrai historien. Pardon, mais il a raison. Non, mais en fait, effectivement, pardon, je retire tout ce que j'ai dit. Veste en laine, coup d'hier, historien. En fait, c'est ça qu'il doit répondre. Ma légitimité ? Alors voilà ma légitimité. Tu le vois pas là, l'historien ? T'es pas capable de reconnaître un historien quand il y en a en face de toi ? J'ai étudié la diplomatie, les relations internationales, l'histoire et la philosophie. J'ai eu la chance d'écrire des articles et des livres, de vivre aux États-Unis et de suivre la campagne pour quelques publications. Bra, qui peut en dire autant ? Vous avez fait tout ça, vous ? Et voilà, échec et mat. Après, la vraie question, encore une fois, c'est comment en arrive-t-il à faire tout cela, hein ? Qu'est-ce qui lui permet de rentrer dans un collège français à Londres, puis d'aller étudier à l'autre bout du monde, dans des conditions matérielles phénoménales, on imagine, hein, voilà. La vraie question, c'est comment il en arrive à faire tout cela. Grosso modo, il a passé 2 masters, c'est bien. Hein. Franchement, des gens qui ont passé 2 masters, j'en connais pas mal. Enfin, tu vois, ils sont pas tous sur LCI. Moi, j'ai 2 masters, j'ai jamais été invité sur LCI. Mais voilà, mais parce que tu mérites pas. Parce que tu mérites pas, alors que là, le mérite. C'est bien parce qu'il est invité sur LCI qu'il est méritant. C'en est bien la preuve. Non mais très bien, j'aime beaucoup. On continue. C'est pas ça seulement le problème. C'est pas ça la question. Le naïf, personne n'avait osé le dire. Ce qui est passionnant, c'est pourquoi, évidemment, est-ce que depuis le début, ni Bruno Jeudi, ni Apolline de Malherbe, ni personne ne met les pieds dans le plat en disant « Frère, ton patron, c'est ton parrain », c'est parce que ce serait
sous-entendre que le propriétaire d'un média peut avoir de l'influence sur ce qui se passe sur le média. En l'occurrence, BFM TV étant en effet propriété de Rodolphe Saadé, ce serait immédiatement jeter une suspicion sur leurs propres paroles à eux. Donc la question, elle est littéralement taboue, en tout cas pour les journalistes et éditorialistes de BFM TV. On me l'a jamais dit comme ça. Oui, mais c'est pas ça jamais eu seulement le d'appel problème. du C'est directeur pas ça de la TF1 question. pour me dire, parce que, mais bien Quelle erreur. C'est terrible, il parle lui-même du directeur de TF1. Aïe, 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 aïe. évidemment. Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est... Ah si, c'est très très bien ça la question. Pour les commentaires sur le monde militaire, et vu que j'ai une formation militaire, vous savez, je me sens assez confiant. Je sens que la glace sous mes pieds est assez solide. La glace solide sous ses pieds à 28 ans, sachant qu'il a littéralement été à l'école militaire, mais qu'il a manifestement pas du tout exercé dans l'armée. Quand même pas mal de gens qui pourraient avoir une ou deux choses à en redire de cette affirmation. Mais la confiance en soi du bonhomme.